Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Florel Villanova, je suis franco-canadien et cofondateur de Job Solaire. Et notre mission, c'est d'accompagner les talents du solaire en France à venir s'installer ici au Québec. Et aujourd'hui, un épisode pratique puisque je reçois Anton. Salut Anton. Salut Florel, tu Comment vas bien? ça va? Très bien, merci, La toi aussi. forme? Ben écoute, ça va super bien. Merci d'être là avec moi. Je t'ai invité parce que, comme je dis, tu es un jeune Français arrivé très récemment au Québec, dans le solaire justement. Donc je trouvais ça très intéressant de t'interviewer et de prendre un petit peu ton ressenti. Mais avant ça, Anton, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc moi, je viens du sud-ouest de la France, donc du Pays Basque. Et j'ai fait des études dans une école d'ingénieur, une partie à Toulouse et puis la suite à Perpignan, Ok. dans le domaine des énergies renouvelables. Donc combien de temps? 5 ans d'études, 5 ans, donc c'est quoi comme diplôme? diplôme d'ingénieur. Ok. Voilà. Et pendant ce cursus d'ingénieur, j'ai fait aussi bien des stages en France, donc plutôt dans le photovoltaïque, et également aussi une expérience internationale, Ok. un échange universitaire ici même à Montréal, au sein de l'école de l'ETS à Montréal. Ok. Donc voilà mon parcours, on va dire lycée, études 5 ans d'ingénieur, et puis le début de la vie professionnelle Ok. actuellement. T'as quel âge? Rappelle-moi. 23 ans. 23 ans. Donc tu sors de l'école l'année dernière, J'ai terminé en juillet 25. Exactement. juillet 25. Ouais. Et là, tu te dis directement, tiens, je veux aller au Québec ou je veux aller ailleurs, ou comment c'est venu cette idée-là de s'expatrier de la France? Elle est venue forcément d'une part de ma première expérience qui était lors de l'hiver 2024 avec cet échange universitaire. Donc déjà à Montréal? J'étais déjà venu une première fois ici. C'était un souhait de venir au Canada depuis ma plus tendre enfance presque. Et faut croire que ce souhait n'était pas assez assouvi en ayant passé 5 mois. Il y avait aussi une En volonté... plus, en plein hiver. En plein hiver. Ok, donc tu as aimé ça malgré l'hiver. C'est ça. Ok. Et puis il y avait une volonté aussi de faire un quotidien, on va dire, plus différent de, on va dire, du métro, boulot, dodo en France, que je connaissais peu, puisque j'étais jeune, mais j'aurais eu envie de quelque chose avec plus d'aventure, plus original au quotidien. Et bon, ici, la neige, la culture différente. Difficile de faire plus original. Ça fait un quotidien assez original. Ok. Et donc c'était beaucoup ça. Et aussi le fait que le solaire s'ouvrait, on va dire, se démarrait tout juste ici au Québec. C'était un peu le bon moment pour tenter cette expérience et découvrir plein de problématiques qu'on a dû avoir en France dans le début du solaire, mais il y a peut-être 10-15 ans, voire plus, et que forcément, parce que j'étais trop jeune, j'ai raté. Donc, Moi, j'ai vécu, je te garantis qu'il y a eu des choses qui se sont faites, effectivement. Donc, des motivations... Et pourquoi c'est quoi les expériences solaires que tu as eues? Parce que tu disais, effectivement, tu as fait tes études en France, mais tu as eu quand même quelques expériences professionnelles en France. T'en retiens quoi de tout tout début, on va dire, j'ai 3 expériences. La plus petite, la première, c'était un stage d'observation en seconde. Ok, oui, donc bureau d'études photovoltaïques, juste pour savoir de quoi ça parle. Ah, donc déjà très tôt, dès tu étais orienté... troisième, pardon, je dis la seconde dès la troisième. Donc ça fait un petit moment. Je le mentionne en entretien. Ça fait toujours être fier. son petit effet. En 3e année d'école d'ingénieur, enfin les 2 années de prépa et après donc la première année du cycle ingénieur. Là, j'ai fait un stage de 2 mois dans du développement photovoltaïque, plutôt chez les professionnels, donc sur les toitures ou en ombrière. Ok, donc on parle de quelle puissance là? Entre 100 à 500 kilos. Okay. En gros, le marché qu'on visait, c'était celui-là. Donc là, tu faisais le rôle d'un bureau d'études, en gros, tu faisais les dimensionnements. L'entreprise n'était pas un bureau d'études à proprement parler, mais moi, j'assistais, on va dire, l'ingénieur dans les études techniques de chaque client, les schémas unifilaires, calpinage, productible, ce genre de choses. Et le dernier stage le plus important que j'ai eu fait était du coup mon stage de fin d'études qui vient clôturer les 5 ans d'études, donc de janvier à juillet 25 à Toulouse. Et là, c'était dans une entreprise qui fait du développement de projets agrivoltaïques et éoliens. Donc des projets de beaucoup plus grande envergure, on parle de quelques mégas. Ouais, donc là, c'est des appels d'offres. De mégas. Pas forcément que des appels d'offres, mais par contre, c'est des projets qu'on va développer sur 5-6 ans. Avec une demande de permis de construire, tout le processus au sol, très long. dans des champs. Donc, c'est des métiers totalement différents, même si ça reste dans le même domaine du solaire et dans le métier d'ingénieur. Mais, Et avant d'arriver au Québec, tu t'es renseigné sur le solaire au Québec ou pas? Y étant venu quelques mois, intéressé et aussi par certains travaux qu'on a pu faire à l'école, j'avais participé par exemple à un projet où on devait décrire tout le marché spot de l'énergie en Ontario. Ok. Forcément, ça nous avait un petit peu amené quelques bribes d'informations sur le solaire ou le marché de l'énergie ici au Québec. Okay. Et c'est aussi ce que j'en avais entendu ou les échanges que j'ai pu avoir avec mon directeur d'école,
où voilà, il y avait vraiment cette notion de gros monopole Hydro-Québec, 95% disons hydraulique, un peu d'éolien qui monte le bout de son nez, et le solaire, bon... À part le hors réseau, le il y en a réseau, pas, voilà. Et ça t'a pas fait peur en disant, oula, attends, c'est quoi ce marché, il est bizarre, t'y allais quand même? J'avais en tête le fait que le potentiel solaire est presque meilleur qu'en Allemagne. Voire même, je pense qu'il est Clairement meilleur meilleur en Allemagne, ouais. Et pourtant, l'Allemagne est quand même très forte dans le solaire. Bah, c'est simple, je donne toujours le chiffre parce que moi je suis de Clermont-Ferrand. Le nombre de kilowattheures par kilowatt crête de Clermont-Ferrand est égal à celui de Montréal. Voilà. Donc l'Allemagne étant plus haute, enfin plus au nord, bah voilà. Et avec mon petit esprit ingénieur, envie de trouver des solutions à des problèmes, les enjeux qu'apportait la neige, Ouais. bah, c'est pas cool pour la production solaire, mais très cool quand on a envie de chercher des solutions à des problèmes. Bah, donc, pas cool pour la production solaire. Ça peut être très cool Ça si peut c'est être très cool déneigé. Oui, ou tout simplement le bifacial, en Ouais, vrai, absolument, ouais. ça peut avoir des Ouais, avantages. ouais. Donc, Donc tu t'es dit, ok, j'y vais plus en mode, je vais essayer d'apporter mon bagage, mon c'est expérience ça, pour apporter apporter ma des petite pierre solutions, à quoi. l'édifice Ok. à ce qui peut se faire. Donc c'est quoi que tu as regardé en premier? Est-ce que tu t'es dit, ok, c'est quoi les visas directement ou comment tu as procédé? Alors j'avais la chance d'avoir ma copine qui est déjà ici, qui fait ses études ici. Donc elle était forcément plus informée sur les Tu peux nous dire ce permis. qu'elle fait parce que c'est assez cool. Alors elle fait des études de criminologie, donc ici à l'UDEM à Montréal. Donc forcément comme beaucoup d'étudiants, enfin comme tous les étudiants d'ailleurs étrangers, elle doit renouveler son permis de temps en temps. Donc c'est un stress à chaque fois, des démarches qui sont longues, pas forcément faciles. Et du coup elle a pu me renseigner et me dire bien, fais attention, Elle était déjà va passée un petit peu regarder, par la machine IRCC. Ouais. renseigne-toi bien ce qu'il faut faire parce que c'est pas évident. Ok. Et donc je m'étais inscrit en premier au PVT. Ouais. Donc c'était assez tôt. Dans le programme visa de travail. C'est ça. Dans Avec dans l'année une 2025. sélection, donc Avec loterie. un gros Ouais. tirage au sort qui il y a très peu de chances de l'avoir. D'ailleurs, je l'ai pas eu de l'année. Donc même si j'ai attendu. C'est tous les mois, c'est ça, hein? Tu t'inscris C'est- au ce qu'ils appellent dans les bassins et tu as ces Je sais tirages que au c'est sort tous tous les... les. c'est un lundi Ok. à chaque fois. Je sais pas si c'est chaque semaine, si c'est une semaine de temps en temps. Ça, je sais pas exactement. Mais donc tu es devant ton ordinateur à chaque fois pour voir si tu vas être sélectionné. Même Quoi. pas. On reçoit une alerte si on est, Ok. si on est sélectionné. Donc c'est plutôt Moi, qu'on je te on parle de rentre ça. chez- Moi, j'ai fait ça il y a 8 ans. Je crois que c'était par mois à l'époque, faut que je D'accord. recheck, mais nous c'était ça. On savait quand les tirages allaient être faits et forcément on était sur son téléphone à rafraîchir la page pour voir si C'est on ça. avait été pris. Voilà, Ça c'est c'est un ça, avec, stress. Et ce qui est encore plus dégoûtant, c'est qu'il y a beaucoup plus de permis qui sont délivrés en début d'année. Oui. Et c'est de moins en moins jusqu'à la fin de l'année. Donc, À la fin il en reste on perd quelques-uns et t'as pas espoir, de chance. Quoi, à ouais. chaque fois, on perd un peu plus d'espoir. Et, Donc tu t'es inscrit au PVT, ça n'a pas forcément marché. ça n'a pas forcément marché. Et en parallèle de ça, depuis la France, et puis après même ici, en venant en tant que touriste à Montréal, j'ai fait quand même beaucoup d'efforts de recherche d'emploi, de contact des entreprises. D'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connus parce C'est que comme tu ça m'as qu'on s'est contacté connus par par, LinkedIn. par Ouais, LinkedIn. absolument. Aussi bien à distance qu'après en étant ici, en participant à des salons, en essayant de contacter des entreprises, de postuler à des offres, des dizaines, des centaines de candidatures, et qui finit par payer du coup courant novembre. Ouais. Et ce qui m'a donné la possibilité, comme mon employeur Voltium Énergie, qui a été très réactif pour qu'on se mette d'accord après l'entretien, qu'on fasse le contrat de travail. J'ai eu la chance de déposer mon dossier au dernier moment auprès de l'immigration. D'ailleurs, effectivement, on va revenir parce que ça, c'est quand même Exactement, c'est une bonne assez anecdote. dingue comment ça s'est passé. Nous, on s'était vus parce que justement, tu contactais des gens à droite à gauche. On s'est vus. Je t'ai introduit auprès de Voltium. Je t'ai recommandé là-bas. Et toi, tu avais déjà déposé une demande pour le jeune pro. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le 20 octobre, chronologiquement, nous, on s'était rencontrés un petit peu avant. Et le 20 octobre, c'était la dernière ronde d'invitation de l'année en cours. Il n'y en avait plus jusqu'à janvier suivant. Et quand j'ai appris ça, je me suis précipité pour m'inscrire dans ce bassin EIC, donc Expérience Internationale Canada, et espérer être tiré au sort ce lundi 20 octobre. En sachant que les jeunes pros, comme on l'a dit dans un autre épisode avec Paul, les jeunes pros, il y a plus de places que de demandes. Donc normalement, à chaque fois qu'il y a des tirages au sort, tu es censé être pris. Exactement. À condition d'avoir l'offre d'emploi. Ouais. La subtilité, c'est que l'offre d'emploi, on doit la montrer dans un second temps, une fois qu'on a été invité. Et donc ils te disent de l'avoir, mais dans les faits, comme toi, tu peux ne pas l'avoir. Si on joue avec le timing, on a une vingtaine ou une trentaine de jours pour déposer son dossier une fois qu'on a été invité. Donc toi, c'est ce qui s'est passé, tu t'es inscrit. Exactement. Alors, récapitule cette histoire de cocher les cases aussi dont on s'était parlé. En m'inscrivant rapidement, avec beaucoup de stress, une fois qu'on fait tout le questionnaire de l'IRCC pour savoir à quoi on est admissible, et qu'on s'inscrit dans le bassin de l'EIC,
on doit cocher ou décocher 3 cases, donc qui sont le PVT, le permis jeune pro et le permis stage coop, qui est l'équivalent du jeune pro, mais quand on est encore étudiant, donc pour un payé, stage. Ouais. Il peut être rémunéré. Il peut être rémunéré quand même. Mais c'est vraiment l'équivalent, juste si on n'est pas diplômé d'ores et déjà. Donc toi, tu coches les 3 ou c'est coché par rapide ou conscience, les 3 sont cochés, je ne vais pas faire de bêtises. Peu importe lequel on me donne presque, je serai content. Donc je laisse les 3. Et pas de chance, ou c'est peut-être même l'ordre logique, c'est ce qu'on m'a eu dit au téléphone par l'immigration, qu'en premier lieu, si les 3 sont cochés, on te donne le stage coop, en premier, le jeune pro, et en dernier le PVT. Enfin, le PVT, par ordre, si tu es sélectionné. Par ordre décroissant de demande, on va dire. Et ayant laissé les 3, c'est le stage coop qu'on m'a donné. Qui primait. Et donc moi, j'avais mon invitation stage coop d'un côté, mon diplôme et mon contrat de travail de l'autre côté, qui forcément ne matchaient pas. Oui, parce que tu venais pas pour faire un stage là. Non, et je pouvais même plus prouver que j'étais étudiant, je ne suis plus étudiant. Mais IRCC, quand tu les as appelés, t'ont dit non, il n'y a pas de souci. Déposez votre dossier de la même façon que si c'était un jeune pro. Et puis ça sera corrigé au dernier moment, on changera le titre, on va dire, de la demande. Et en fait... Et on me l'a incité 3 fois, il me semble. Au téléphone. J'ai fini par déposer le dossier donc, en parallèle de mon employeur, payer les frais. J'ai fait la... Les frais, c'est combien ? C'était dans les 200-250 $, je dirais quelque chose comme ça. Il y a peut-être 80... Donc tu payes rien avant d'être sélectionné ? Avant d'être sélectionné, on paye rien. Et si on veut plus déposer la demande une fois qu'on est invité, ça veut pas dire qu'on aura le permis, mais même si juste être invité... On t'invite à déposer ton dossier. C'est au moment de déposer que là, il faut payer. Okay. D'ailleurs, j'avance dans le temps, ces frais sont remboursés si on n'est pas retenu. En tout cas, moi, dans mon cas, ça a été remboursé. Ça, c'est fair. Plus honnête. Donc là, à partir du moment où tu es invité, tu as combien de temps ? 20 jours ? Il y a 10 jours pour accepter l'invitation et 20 jours de plus après pour déposer le dossier. Donc, laps de temps où tu peux... faire des derniers entretiens, si l'employeur est très rapide pour nous créer un contrat de travail, ça peut encore se faire, même si, en général, il y a des procédures, ça prend du temps, on ne peut pas se faire ça rapidement. Donc là, tu es accepté ? Donc, je suis accepté par Voltium. Non, tu t'es accepté par... par l'IRCC. Là, tu vas voir Voltium. Invité, mais au stage coop. Première désillusion. Donc, je me rappelle, on en avait parlé à ce moment-là, il y avait une petite panique qui s'est installée, mais impossible de le changer live, le titre. Alors qu'il t'avait dit que tu pouvais. Mais par contre, on me dit au téléphone, voilà, ça pourra changer à la fin. Donc, je fais mon entretien avec Voltium. Ça se passe très bien, on s'entend très bien, bon feeling. Le lendemain même, on se rappelle en Teams, on fait le contrat, c'est signé. Ils ont été super réactifs. Super réactifs. Parce que je leur avais dit que j'avais cette pression de... Tu leur expliquais la situation. Exactement. Et j'avais dit d'ailleurs aussi, j'avais mentionné que j'avais un stage, donc c'était un peu bourbier quand même. D'y aller avec... Ils ont quand même voulu foncer pour saisir la moindre opportunité. Pour te garder vraiment, être sûr de t'avoir. Donc je dépose mon dossier à temps. Et dans les semaines qui suivent, du coup, j'ai par exemple à faire le rendez-vous pour les données biométriques. Donc là, entre-temps, tu étais rentré en France, en fait, c'est ça ? Pas encore. Tu étais encore sur le territoire québécois. J'étais encore sur le territoire québécois, vu que j'étais resté que 4 mois. Donc je rentrais tout à fait dans les 6 mois du tourisme. Oui, c'est ça que c'est important de dire, c'est qu'entre-temps, tu avais un statut de touriste ici, en fait, sur le territoire. J'avais uniquement mon AVE qui ne me permettait pas de travailler, par contre. D'être là, mais pas de bosser. Vivre sur ses économies et voyager. Mais on peut rester ici, au moins. Et ça nous mène... Donc là, quelque chose que je ne savais pas aussi, on m'avait dit que les données biométriques, on pouvait les faire soit en France, soit à l'étranger, mais pas au Canada si on n'était pas canadien. Le fait est que ça a été possible. Donc moi, je l'ai fait à Montréal même. Pris rendez-vous pour le lendemain, ça s'est fait en 10 minutes. Royal. Super expérience. Cool. Et ça m'a amené jusqu'au peut-être 5-10 décembre. Donc un bon mois et demi après avoir été invité, donc un gros mois après avoir déposé mon dossier, la réponse définitive de l'immigration qui me dit non, les documents manquants dans votre dossier sont votre inscription à une université et votre convention de stage. Normal dans la mesure où tu venais de travailler et tu voulais pas faire un stage. Moi, en pièce supplémentaire, j'avais ajouté une lettre manuscrite en expliquant la situation, les appels avec l'IRCC, non, rien. Donc là, ils ont rien voulu savoir. Rien voulu savoir, on enlève ton dossier et puis j'ai dû attendre, c'est arrivé autour du 20 décembre où on pouvait s'inscrire
dans le bassin EIC de l'année 2026. Et c'était quoi ton état d'esprit à ce moment? Parce que là, tu es retourné en France quand tu as su ça? Donc moi, je suis retourné en France aux alentours du 15 décembre. Okay. C'était prévu dans tous les cas dans ma tête. Mais ta copine était ici? Oui, elle continuait ses cours. Tu reviens chez toi sans ta copine, c'est Noël et on te dit que tu n'as pas... Et j'ai pas mon permis. Tu te sens comment à ce moment-là? Est-ce que tu es dépité? Est-ce que tu dis, bon, ça fait chier, mais c'est pas grave, je continue? Je m'y attendais tellement. Ouais. J'ai tellement été dépité plutôt le 20 octobre quand j'ai eu l'invitation au stage coop. C'est un peu là où tout s'est effondré. Ouais. Du coup, bon... tu sentais que ça allait pas aller au bout de cette manière-là. Et puis, j'avais la chance d'avoir l'entreprise qui me soutenait tellement de l'autre côté. Et ils m'ont dit tout de suite, non, mais aucun stress, on attend 2-3 mois de plus. On t'attendra, fais ce que tu as à faire. On a besoin de toi, on te prendra quand tu auras le permis. Et puis... Donc, tu as passé des bonnes fêtes de fin d'année quand même. Oui, j'étais quand même assez à l'aise. Ça repoussait d'1 mois ou 2 mon immigration. Okay. Mais parce que oui, si du coup j'avais eu le permis mi-décembre, j'aurais quand même dû rentrer en France quoi qu'il arrive. Revenir pour activer le permis. Okay. Donc, même en billet d'avion, ça m'a rien coûté de plus au final. Okay. Donc, je rentre en France, je m'inscris dans le bassin EIC pour la saison 2026. Et là, par contre, je reviens pas au Canada, vu que j'avais déjà l'entente, le contrat de travail signé. J'attends juste que le bassin ouvre. Il a ouvert le 19 janvier cette année. Donc là, tu t'inscris vraiment au jeune pro. Là, j'enlève le PVT, j'enlève le stage coop, il n'y a plus de place au doute, je sais ce que je fais. Et c'est là, par contre, extrêmement rapide. Le lendemain, je reçois l'invitation, j'appelle l'entreprise, ils font leur part du travail de leur côté. Le soir même, je fais ma part. Et 24 heures plus tard, je reçois la lettre d'introduction de l'immigration. Wow. Alors, on ne comprend pas forcément la lettre sur le coup. Ça, c'est sûr. Ça suffit vraiment, ça? Et puis, en fait, c'est une lettre qui nous dit complétez votre dossier avec les autres documents qu'il vous faut pour passer l'immigration. Et puis, prenez votre billet d'avion, venez. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, ils ne te donnent pas le visa à ce moment-là. En fait, ils te donnent cette fameuse lettre qui te dit quoi apporter avec toi quand tu vas arriver sur le territoire. Et arriver à l'aéroport, tu passes la douane. Et là, c'est eux qui te font le visa. Là. Il y a la douane qui nous redirige vers les bureaux de l'immigration. Et c'est là où il vaut mieux avoir tous ces documents prêts, que ça soit assurance, indispensable, preuve de revenus, le contrat de travail. Moi, c'est surtout ça qu'ils ont regardé bien en détail. Pour être sûr que tu avais déjà un point de chute ici, que tu avais un employeur qui t'avait fait un contrat. Qu'il n'y avait peut-être pas eu d'erreur aussi sur la partie un peu plus automatisée du processus. Et ça a dû durer peut-être une dizaine, quinzaine de minutes à l'aéroport. On me délivre le permis officiel. Et à partir de là, les démarches qui m'a resté à faire, je ne les ai pas fait instantanément, mais c'était la RAMQ. Ouais. Là, j'ai entamé la RAMQ aussi, pour les Français et Françaises qui nous écoutent, c'est l'équivalent de la sécurité sociale. La carte vitale, en fait. Ouais, c'est ça. Le numéro NAS, donc le numéro de sécurité sociale. Ça, je crois qu'on peut le faire en ligne. Et qui se fait quasiment instantanément. Je crois que je l'ai fait le soir même ou le lendemain matin, très très simplement. Donc, si on résume, sans les problèmes que tu as eu au début, un visa jeune pro, comme disait Paul dans notre épisode, en 1 mois, 1 mois et demi, ça peut être fait quoi? Tu peux être ici. Si, un peu comme toi, vu que ta copine est en plus était déjà là, j'imagine que ça t'a motivé à revenir un petit peu plus vite. Ça m'a motivé. Tu peux... C'est vrai qu'au final, là, entre janvier et février, ce qui a été plus lent de mon côté, ça a été de trouver l'appartement, prendre les assurances. Je voulais en parler d'ailleurs de ça. Vérifier, et surtout, ça c'est un stress, vérifier qu'on a vraiment tous les documents qu'il faut. Oui, tu pars pas sans rien. Après tout ce que j'ai bataillé, si le jour en arrivant au rendez-vous à l'immigration, on dit non, tu retournes chez toi. Pour un papier, ça fait cher. Ça fait cher le vol. Et donc d'ailleurs, pour tout ce qui est appartement, banque, permis de conduire, des choses comme ça, comment tu t'es organisé? Appartement assez simple, honnêtement, parce que le marché immobilier est très différent de la France, où les baux immobiliers sont différents. On s'engage pour une durée fixe et on ne peut pas quitter. On ne peut que laisser l'appartement à quelqu'un d'autre, une reprise de bail. Mais du coup, ça offre une diversité de chambres libres un peu n'importe quand. Est-ce que toi, tu es en colocation? Moi, j'ai pris une chambre en colocation. J'ai fait très simple, vu les prix des appartements. Pour arriver, c'est suffisant. Voilà, c'est ça. Pour les premiers mois, ça me suffit largement. Donc, tu as trouvé ça genre sur Marketplace? Sur Marketplace. J'ai répondu à un particulier. En 48 heures, je pense, on s'était mis d'accord. Il m'a demandé quand est-ce que j'arrivais. Tu as rencontré tes autres colocs encore une fois, la chance d'avoir quelqu'un sur place qui a pu aller faire la visite à ma place. M'a dit, ouais, franchement, feeling très cool, ils sont gentils. L'appartement est nickel. Bon, pas plus de prise de risque. J'aurais pu le faire aussi sans vérifier ça. Avec les appels vidéo, aujourd'hui, c'est quand même assez facile. Oui, mais au moins, tu étais sûr. Mais c'est encore plus rassurant, entre guillemets. Donc, l'appartement, assez facile.
Les assurances, c'est quand même un budget. Ouais. Il faut payer les 2 ans d'un coup, à l'avance. Là, j'ai dû payer dans les 780. Alors là, l'assurance que tu payes, tu parles de par rapport c'est une au assurance visa. privée. C'est le Chapka, les choses comme ça, non? C'est-à-dire Chapka. Moi, l'assurance Chapka, c'est une assurance qu'on t'obligeait à prendre quand tu avais un PVT. C'est ça, c'est l'équivalent. C'est pareil, donc en fait, ça te donne une sécurité en fait de médicale, de te faire opérer, des choses comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est pareil pour le jeune pro. C'est obligatoire d'avoir cette assurance en plus. C'est obligatoire. C'est-à-dire qu'à l'aéroport, tu dois avoir payé ton assurance des 2 ans. Là. Et elle définit surtout la durée. Ouais. Si on a pris l'assurance pour 1 an, ils vont délivrer le permis pour 1 an. Ouais, il faut que tout colle avec, quoi. C'est ça. Ok. Après, ces genres d'assurance sont très au courant des permis. Oui, clairement. La banque, ça s'est passé comment? La banque, assez facile. Tu as pris... Mon employeur m'a recommandé la banque avec qui il fonctionnait, mais j'aurais pu aller chez n'importe qui, ça aurait été exactement la même chose. Ouais. Puis les banques, je me suis aperçu que de toute façon, les immigrés, ils ont l'habitude. Il y a plein d'immigrés de partout de tout pays. Aux immigrés. Donc, on m'a expliqué de A à Z. On t'a expliqué le fonctionnement de la carte de crédit. On m'a expliqué tout ça. Qu'il fallait rembourser son crédit, qu'il ne fallait pas oublier. Que ça Français, Française, checker ça, les cartes de crédit, c'est vrai. C'est pas une carte bleue comme en France. Et en France, on a une carte de crédit, c'est pas forcément vrai. Là, la carte de crédit permet de payer, mais avec des fonds qui ne sont pas à toi. C'est vraiment un crédit. Il faut le voir un peu comme quand c'est un crédit à débit différé. Exactement. Mais tu dois rembourser sous un certain c'est ça, il faut le rembourser jours. Manuellement. On peut l'automatiser, mais... Et ça, pour un Européen, moi, je me rappelle, je suis arrivé, on m'a expliqué le fonctionnement. J'ai dit non, mais moi, je veux pas dépenser les sous que j'ai pas. Il me dit, mais monsieur, vous êtes sûr, il faut vraiment... Je voyais bien qu'il essayait de me le faire acheter. Je lui dis non. Puis en fait, 1 mois et demi après, je suis retourné et je lui ai dit, en fait, il me faut une carte de crédit parce que si vous n'avez pas de carte de crédit, vous ne pouvez pas payer les achats sur Internet. Parce que les cartes de débit, maintenant, il y en a certaines. Mais les cartes de crédit, moi, je ne l'avais pas et ça ne marchait pas. Donc très vite, je me suis dit, ouf. Je vais me plier à la carte de crédit. Quoi. Après, moi, j'avais ce stress en moins où ma carte bancaire en France me permettait de faire mes paiements au Canada sans frais. Ouais. Donc, c'était pas une urgence absolue. Puis, il y a autre chose, la carte de crédit, c'est que ça te crée un historique de crédit. Donc, ça, si tu veux... Pour tout ce qui est assurance... Exact. Ou même acheter une voiture à crédit, acheter une maison. Exactement. Il faut que les prêteurs voient si tu es un bon... J'allais dire payeur, mais un bon rembourseur, entre guillemets. Et donc, plus tu as de cartes de crédit et plus tu les rembourses, plus tu auras une cote, ce qu'on appelle une cote de crédit sur 900 points. Plus tu es un meilleur payeur pour eux et plus ils vont être enclins à te prêter de l'argent. Si tu n'as jamais eu de carte de crédit, ça veut dire que tu n'existes pas pour eux, financièrement, on va dire. Ils n'ont pas de preuve de comment tu t'es comporté les précédentes années, donc ils ne te prêteront pas d'argent. Donc pour ceux qui veulent venir, prenez la carte de crédit. Au final, il n'y a pas vraiment de désavantage à la carte de crédit. Non. Moi-même... faut pas oublier de la rembourser au bon moment, c'est tout. Je vois les 15 premiers jours où j'ai commencé à travailler, à fonctionner, il fallait tout payer, que ce soit les premiers loyers, les premières courses, c'est tout le temps. Donc là, la carte de crédit, elle fait du bien, quoi. Et on n'a pas encore le salaire. Ouais. Il faut bien travailler un petit peu avant que le salaire rentre. Donc, même si on est payé toutes les 2 semaines, c'est quand même assez pratique, ça aussi. Les 15 premiers jours à la carte de crédit, pour arrêter de tirer sur sa carte française... C'est très bon pour le cash flow, en fait. Comme tu dis, c'est à paiement différé. Laissez-moi avoir mon premier salaire et je rembourse ma carte de crédit à hauteur de ce que j'ai dépensé. Ouais. Mais donc, le rendez-vous à la banque, assez facile. Ouais. Là, j'ai encore l'équivalence du permis de conduire à faire. Oui, parce que tu es là depuis... Tu travailles légalement ici depuis 1 mois. C'est ça maintenant. Donc, j'ai droit dans mes 6 premiers mois de conduire avec mon permis français. Oui. Et au-delà, il faut que je fasse l'équivalence. Vu qu'on a des accords entre la France et le Québec, j'ai pas de permis à repasser, d'examen ou quoi que ce soit. Mais il faut quand même demander l'équivalence, prendre le rendez-vous. Il faut y aller avec ton permis pour qu'il fasse une photo, faire ta petite carte de permis de conduire. Donc, j'ai encore ça et la RAMQ, on va dire, en cours. Et après, je suis tranquille. Ok. Si on parle maintenant du côté professionnel, alors je sais que tu t'es dit que tu n'avais pas forcément énormément d'expérience professionnelle dans le solaire en France, mais c'est quoi les choses qui t'ont frappé, qui ont peut te plaire ou te déstabiliser dans le côté professionnel de ce dernier mois? C'est le côté avec beaucoup plus de confiance de la part d'un supérieur ou d'un employeur. On peut beaucoup plus prendre des initiatives, on a plus de responsabilités. Ça paraît presque fou et sans raison, mais ça donne une envie du coup de se donner pour l'employeur, de travailler plus ou être plus investi en tout cas. Plus investi, franchement, je fais sans rechigner des heures de mon côté en plus pour finir certaines choses, j'apprends 2 fois plus vite, ça donne envie honnêtement. Et puis c'est un mode de management beaucoup plus transversal, beaucoup plus horizontal. Et je déconne autant avec un collègue de mon âge qui est en alternance qu'avec le propriétaire de l'entreprise. De l'entreprise, ouais. Donc, et puis j'ai trouvé un intérêt de la part de chaque membre de l'entreprise quand je suis arrivé, vraiment pour dire bonjour, savoir qui c'est, une curiosité.
Qu'en France, peut-être par politesse ou par pudeur, on va être beaucoup plus distant. Et une intégration, je trouve, beaucoup plus rapide et très, très agréable. Cool. Par rapport au solaire en soi, tu sais, tu as appris beaucoup de choses en un mois. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi tes tâches, c'est quoi ton poste, c'est quoi Donc moi, j'ai un poste de directeur de compte en système de secours par batterie lithium et de projet solaire. Pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, Voltium, c'est un manufacturier de systèmes de stockage C'est ça, de qui batteries est au à côté lithium. de Montréal. Exactement, à rive sud de Montréal. Et qui veut de plus en plus, qui faisait déjà des projets off-grid en solaire, mais qui veut de plus en plus proposer une solution, un package, on va dire, solaire plus batterie pour des clients qui soient résidentiels ou professionnels et raccordés au réseau. Ok. Et ça vient pile dans le bon timing avec les annonces de subventions d'Hydro-Québec. Absolument. Et du coup, mon poste, il est encore assez flou parce que je dois aussi bien répondre à des clients, on va dire, plus classiques qui veulent leur système de secours, qui est l'équivalent d'une génératrice, donc en juste des batteries et un onduleur. Faire également des projets qui sont un petit peu, on va dire, spéciaux, pourtant sont classiques, mais des petits projets off-grid. Pour la France, ce sont des projets même comme complètement originaux parce qu'on n'en a jamais vu. C'est ça. Et parce qu'on doit être peut-être 2-3 dans l'entreprise à parler solaire, à être un petit peu habitué d'une expérience antérieure. Et essayer aussi de développer la recette, la solution, toutes les étapes d'un projet raccordé au réseau. Ouais. Donc, il faut comprendre les exigences d'Hydro-Québec, il faut trouver les produits, les fournisseurs en face, commencer à calculer la rentabilité, comment on présente ça au client, comment on lui fait comprendre, beaucoup d'éducation. Dans le solaire, ouais. Beaucoup de clients arrivent en disant « Ah, moi, je veux bien être autonome, j'ai entendu avec le solaire. » Pour $200. Non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Donc, toutes ces tâches-là, c'est assez... Puis ça te plaît, en fait, j'imagine, le fait de ne pas être cloisonné à juste une tâche récurrente, de dire, oui, j'ai plein de choses à faire, mais en fait, tu deviens un couteau suisse. Et moi, personnellement, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre. C'est ça, il n'y a pas de solution établie. C'est comme si on avait des pages blanches sur chaque projet pour l'instant. Ouais. Et c'est essayer de faire au mieux à chaque fois. Et puis aussi, commencer à anticiper, trouver des points qui se regroupent par projet pour faire une solution un peu plus normée, classique, rapide à l'avenir. Mais du coup, c'est un peu la création de... Comme si on créait un département solaire de l'entreprise. Ouais. Donc, ça donne une dynamique. Et puis, tout le monde apprend quasiment en même temps. Ouais. Alors, on a passé une semaine de formation en interne et on avait fait revenir des électriciens, des fournisseurs, un formateur sur le solaire. Et tout le monde pour toi, était... c'est juste génial, quoi. Moi, j'avais quand même des connaissances plus techniques de la France, de mes études. Mais ici, c'est vraiment adapté au Québec. Il y a des choses par rapport aux normes, au code électrique canadien. Si tu sais pas, tu sais les pas. Contraintes liées à la neige que je connais absolument pas. Donc, c'est un autre marché. Autant. En même temps, je voyais les électriciens, ils étaient beaucoup plus à l'aise après avec, par exemple, le système de fixation au toit. Bien sûr. Ça leur parlait, il y avait les outils tac-tac, ça allait instantanément. Par contre, quand on parlait de dimensionnement de rentabilité sur un tableau Excel à l'écran. Plus dur, ouais. Plus compliqué, ouais. Mais du coup, ça fait une collaboration entre les différentes parties parce que personne ne sait tout faire encore. Donc, on a tous besoin de tout le monde. Donc, c'est vraiment un travail très collaboratif. Et tu penses que c'est quoi, toi, la part que tu amènes sur la table depuis la France chez Voltium, dans cette entreprise? Vu que j'ai peu d'expérience, je peux pas forcément affirmer beaucoup de choses. En dire oui, je l'ai déjà fait, je le sais. Mais par contre, de par ce que j'ai appris, je suis capable de comprendre des choses. Si quelqu'un qui connaît le solaire ici m'explique certaines choses, en 5-10 minutes, j'ai compris. Tu vas capter je sais de quoi il parle. rapidement. Ou si je regarde une fiche technique d'un onduleur par rapport à un électricien, même s'il est très fort en électricité, je comprends plus que lui, spécifiquement à l'onduleur, je comprends, je sais de quoi on parle. Ou alors anticiper du dimensionnement en fonction de la taille de la toiture ou ces panneaux sur cet onduleur, où ça parle quand même plus vite, c'est juste parce que j'ai manipulé peu, mais quand même plus que la plupart dans l'entreprise. Puis la partie stockage est un composant très important au Québec qui n'existe pas, qui commence à arriver tout doucement en France, le stockage, batterie virtuelle, ce genre de choses. Moi, je sais quand je suis arrivé il y a 8 ans, j'avais fait déjà 7 ans de solaire raccordé réseau, mais quand tu arrives sur le hors réseau, c'est une autre game. Moi, j'ai mis peut-être 1 ou 2 ans à vraiment bien maîtriser la totalité, mais c'est tellement intéressant. Moi, même aujourd'hui, on continue avec Solutions Autonomie, on continue à apprendre sur plein de choses, mais c'est tellement fou comme marché, il est en pleine expansion.
D'où la création de Job Solaire aussi, pour aller chercher justement des gens comme toi en France pour les amener ici. Si tu devais refaire tout ce processus des 6 derniers mois, tu t'y prendrais comment? Ou tu t'y reprendrais comment plutôt? Pas facile comme question. Évidemment, j'aurais pu enlever ma petite erreur, Décocher les deux, ouais. décocher ce stage coop qui m'aura fait perdre un peu de temps. Perdre du temps, mais finalement, tu serais venu quoi, début janvier au lieu de début février? C'est ça, exactement. Ouais, donc en fait, tu as perdu entre guillemets que 4 semaines. Ouais. On va dire. Donc c'est pas moralement un peu plus dur par contre. Mais oui, parce qu'arrive à Noël, tu sais que tu vas te remettre dans le bassin, mais il faut refaire. Plus aucune fois en immigration et en le permis, honnêtement. Oh, je te rassure, t'es qu'au début. Il reste plein d'étapes. Ça passe ou ça passera pas. Ouais. Ok, j'ai le contrat de travail, mais c'est que la moitié. Donc, qu'est-ce que je ferais différemment? Peut-être rien. Hein. Peut-être rien, parce que j'ai quand même forcé à distance pour trouver des contacts, pour demander s'ils avaient besoin de quelqu'un. Mais l'annonce d'Hydro-Québec, qui m'a fait d'un côté beaucoup de bien, m'a aussi fait beaucoup de tort. Parce que de, on va dire, avril à octobre 2025, très peu de monde voulait prendre le risque d'embaucher quasiment un an avant les subventions quelqu'un, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils allaient dire, on savait pas quand ils allaient tous mes clients me disaient ça, en me disant on veut bien des gens, mais attendons de voir ce que va vraiment annoncer Hydro-Québec. Ça mettait beaucoup en stand-by. Je ne regrette pas du tout la décision d'être venu ici en tant que touriste. C'est sûr que ça coûte de l'argent, beaucoup de temps, parce que mine de rien, on n'a pas forcément l'argent pour faire des loisirs 24 heures sur 24. Non, c'est sûr. Et pour autant, on ne peut pas passer 12 heures de sa journée sur LinkedIn ou faire des entretiens. Donc, mais on apprend beaucoup. C'est une résilience, on va dire, parce que le marché de l'emploi, surtout dans une grande ville comme Montréal, il est énorme. Le domaine de l'énergie, parce que je ne me suis pas limité au solaire, je me suis limité plutôt à l'énergie ou à l'environnement en général, il est énorme. Donc j'avais l'impression un peu comme de nager dans un océan d'offres d'emploi auquel j'avais aucun retour. D'ailleurs, c'est très intéressant que tu parles de ça. Je voulais qu'on aille sur ce terrain. Tu as contacté pas mal d'entreprises, à droite, à gauche. C'est quoi que tu retires de ça? Est-ce que c'était dur? Est-ce que tu as vu que c'était complètement désarticulé comme marché? Est-ce que les gens faisaient les morts? Est-ce qu'ils étaient gentils? Est-ce que... Dans un domaine un peu de niche comme le solaire, faut honnêtement répondre à des offres d'emploi, j'aurais pu m'en passer. Parce qu'il n'y avait quasiment pas d'offres. Et toutes les autres offres étaient plutôt dans l'éolien, dans l'hydraulique, dans d'autres branches de l'énergie. Et là, je pense que ma formation, mon expérience me faisait trop défaut. Où c'était un risque encore plus grand que d'embaucher quelqu'un d'autre. En plus, n'ayant pas une formation canadienne ou québécoise, ça inquiète forcément encore plus un employeur. Et vu qu'il n'y avait pas d'offres dans le solaire, j'aurais perdu moins de temps à postuler, mais plutôt à faire uniquement des candidatures spontanées ou travailler le réseau beaucoup plus. Parce que... Le réseau, on en parlait avec Paul dans un autre épisode, le réseau c'est une très très grosse force en Amérique du Nord, ce qui ne fonctionne pas forcément de la même manière en France. Tu peux te créer un réseau en France, ça prend beaucoup plus de temps par contre. Ici, ça prend beaucoup moins de temps. Et si, comme tu dis, si tu mets de l'effort dedans, ça peut payer très vite ici. C'est ça. Et la preuve, la façon dont on s'est rencontrés, dont tu m'as recommandé d'aller vers Voltium, et ça a forcément beaucoup aidé. Et en même temps, ça peut marcher aussi sans connaissance. J'ai pu être... pas très loin de voir une offre d'emploi dans une ou deux autres entreprises. Mais une fois qu'on a ferré le poisson, on va dire, il ne faut plus lâcher. Toutes les semaines, il faut harceler. Et je m'en voulais au début. Je demandais toujours conseil à mes parents, à des amis. Est-ce que je leur demande trop tôt? Mais dès le moment où, parce que j'avais plus besoin, parce qu'au final, j'avais signé autre part, j'ai arrêté de relancer tous les 15 jours. On m'a dit, je te rappellerai en janvier. Le téléphone n'a pas sonné. Et puis c'est intéressant en plus ce que tu dis, parce que finalement, tu demandes à tes parents qui ont cette expérience, mais française. Et c'est dur de se dire, déjà j'ai moins l'expérience et en plus je suis ailleurs. Et puis comment ça se passe? Mais surtout d'il y a 30 ans. En plus de pas ça, du tout la même expérience. Ils n'avaient pas LinkedIn du tout à l'époque. Donc rien à voir. Clairement pas, non. Donc vraiment rien à voir. Et c'est ça LinkedIn. Je pense super puissant. Il ne faut pas se gêner d'envoyer. Après, tu risques quoi? Qu'on te réponde pas? Non, saouler la personne, finalement, c'est désagréable. Oui, encore, je veux dire, si tu mets les formes, t'es sympa, ils vont te dire écoute, merci, mais non merci, puis c'est tout, tu passes au prochain. Hein, donc, pas hésiter. Et le fait d'avoir été ici physiquement, je pense, donne une longueur d'avance par rapport à beaucoup de monde. Enfin, ça montre que la personne a osé venir. Elle est là, sur place, pour passer l'entretien. Ça a surpris plusieurs fois des personnes en face. Quand je parlais d'entretien, ah non, mais je suis là.
peut se voir demain dans un café, je suis là. Donc tu recommanderais à quelqu'un, s'il a le temps et l'argent pour venir quelques semaines ici prospecter, tu lui conseillerais de le faire? Si dans un cadre comme moi, où j'ai fini mes études, j'étais libre de toute obligation, et j'ai un petit peu d'économie de mon côté, et j'ai... ce qui me faisait peur aussi, c'était d'attendre trop longtemps et d'avoir du mal à retrouver un emploi en France si ça n'avait jamais abouti ici. Je comprends. Dans le marché de l'énergie, du solaire, j'aurais pas été trop inquiet, de même après un an de galère, on va dire, si je rentrais en France, d'avoir réussi à trouver quelque chose. Ouais. Parce que j'avais pas cette première expérience. Et, mais vu que j'avais le temps et un tout petit peu les économies, non, je conseille évidemment à tout le monde. Ouais. Okay. Maintenant, c'est sûr que si on a déjà un emploi, si on a déjà un appartement, une maison en France, c'est difficile d'aller se bloquer 4 mois pour partir à l'étranger, pour juste prospecter, on va dire. Ça serait quoi les autres conseils à quelqu'un qui veut s'expatrier dans le solaire depuis la France à ici? C'est quoi que tu dirais Spécifiquement dans le solaire? Ouais. Si on a du temps le soir, bûcher le code électrique canadien. Que vous pouvez retrouver sur notre site internet, sur Job Solaire, on a toutes les ressources. Parcourir le site d'Énergie Solaire Québec, le guide qu'ils ont fait. Que vous pouvez retrouver aussi sur, sur notre site internet. S'informer un peu au prix d'Hydro-Québec, parce que c'est quand même pas mal eux qui décident l'avenir énergétique du Québec, ou alors la Régie de l'énergie. Oui, puis je pense que ton point est bon, comprendre c'est quoi la stratégie énergétique du Québec. Ça, alors, spoiler, c'est pas toujours très clair, ça change aussi assez souvent, mais je pense que tu as un bon point de... Oui, quand tu travailles dans une entreprise, c'est très micro, mais en fait, je pense qu'il faut avoir une vue macro pour comprendre les enjeux aussi derrière. Comprendre les interactions entre deux entreprises, entre des fournisseurs, entre tout ça. Parce qu'Hydro, ils ont le monopole, en fait, ici aussi. Et par rapport à la France, c'est un peu différent. Ouais, des fois, on dit c'est l'équivalent du EDF ici, mais pas plus du tout maintenant. C'est la fourniture d'énergie, il y a des années, mais c'est quand même un modèle très, très particulier. Ouais. Donc ouais, c'est ça, potasser un petit peu les équivalences québécoises. Ça peut apporter une valeur ajoutée à la personne en face, c'est vraiment renseignée, elle sait de quoi elle parle. En plus, elle est en train déjà de s'adapter. C'est ça, elle gagne du temps. Moi, je sais que j'avais proposé à Voltium de me former, on va dire, un peu en autonomie sur leur site, sur des vidéos qu'ils pouvaient m'envoyer, sur des fausses requêtes de clients à distance, comme des devoirs. Et ça me fait des mises en situation. 2-3 semaines que j'ai pu commencer plus vite en arrivant là en février. Ce genre de petits détails qui peuvent faire une petite différence. Forcément, être venu physiquement, ça donne une motivation encore plus importante. C'est être beaucoup renseigné sur les procédures de permis et l'immigration. Parce que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, les employeurs ne le savent pas toujours. Et ils sont pas, en fonction de la taille de l'entreprise, il n'y a pas toujours un service RH très développé et qui a déjà fait du recrutement à l'étranger. Et puis, tu n'as pas forcément comme des avocats en interne, spécialisés en plus en immigration. Donc, si on peut les rassurer, si on peut leur prouver par des sites du gouvernement, par des revues, j'en sais rien, comment ça se passe, que ça implique réellement. Puis les délais, puis finalement, quand on regarde ton histoire à toi, les délais sont pas longs, les coûts d'un visa sont pas, du visa en soi, et pas très loin. Pour les coûts, il y a l'équivalent à peu près pour l'entreprise. C'est $200 pour l'entreprise, 200-250 pour moi, et les 80... donc juste le coût administratif n'est pas très très élevé. Assez léger, franchement. Intéressant. Et pour un employeur, au-delà de ça, de se renseigner, est-ce qu'il y a entre toi et l'employeur sur comment ça se passe, cette intégration, etc. Ce serait quoi les conseils pour que les deux parties s'y retrouvent Tu veux dire pour qu'un employeur aide bien son nouvel employé et vice-versa, Parce que tu es en plein dedans, là. Déjà, est-ce que la langue, ça va? Le québécois, ça se manie bien? La langue, ça va. Ouais. J'ai pas l'impression qu'on ait du mal à me comprendre. Tu parles anglais aussi ou pas un peu? Oui, je parle anglais. Ah, ça, c'est une bonne question. Et ça, alors, comment ça se passe? Personnellement, on ne l'utilise pas forcément énormément dans l'entreprise. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup demandé dans les offres d'emploi ou lors des entretiens. Toi, ton niveau de base, c'était quoi en anglais? Professionnel, à peu près. Genre à l'école, quoi. Après, à l'école... Et j'ai fait 2 fois, 3 semaines, une fois en Irlande, une fois en Portugal. Pour améliorer, pour être un peu plus bilingue. Je ne suis pas bilingue totalement, mais dans un contexte professionnel, en m'étant préparé un tout petit peu, je pourrais y arriver. Je n'aurais pas la même conversation que maintenant. Je serais plus succinct, mais je m'en sors quand même. Et c'est assez demandé, mine de rien. Et beaucoup de fiches techniques vont être en anglais, par exemple. On peut les trouver en français, le vocabulaire anglais. Être à l'aise dans les deux, on gagne beaucoup de temps. Il y a tellement d'anglicismes dans le québécois que... On essaie de l'enlever, mais ça revient au galop. Il faut connaître un petit peu l'anglais. Après, oui, c'est des expressions que je comprends pas forcément, mais entre l'intonation, le rire des autres... T'arrives à comprendre si c'est une blague ou pas, quoi.
C'est plus des fois des blagues qui vont être plus cash, plus directes, et pas mal le prendre, se dire qu'on ne fonctionne pas comme ça en France. Puis même, quand tu dis tout à l'heure, la relation avec la hiérarchie aussi. C'est ça, tout à fait. Au début, tu as peut-être du mal à commencer à essayer de faire des blagues avec ton supérieur, oui, ou ce que tu ne ferais pas en France. Ouais. Qui est-ce qu'on vous voit, qui est-ce qu'on tutoie. Ouais. Mais finalement, ça se fait assez facilement. Il faut juste être ouvert et on arrive dans un nouvel endroit. Donc après, j'avais eu la chance d'avoir déjà fait 2 petites expériences ici. Donc j'avais un peu plus pris la température déjà ici, même si j'avais jamais été en entreprise. Mais d'ailleurs, en parlant de température, ma question suivante, c'est est-ce que tu t'acclimates bien l'hiver? Parce que ça, c'est une question qui revient tout le temps. Des gens qui veulent venir ici et disent ah mais il fait pas trop froid. T'en penses quoi de ça? C'est pas tant le froid qui est dur, je trouve. Parce que même s'il fait moins 20 ou pire des fois, on est bien habillé, on n'est pas très longtemps dehors. Enfin, au moins pour... je plains ceux qui travaillent dehors, par contre. Bon courage. Mais en dehors de ça, ceux qui sont privilégiés, comme nous, d'être en bureau, on va dire, c'est pas le pire, on s'habille bien. Et voilà, c'est sûr qu'on va pas aller en terrasse en plein mois de janvier. Mais les activités sont différentes. C'est plus la durée. On parle pas. Là, cette année, on est quoi, le 24 mars, quelque chose comme ça. Et clairement, l'hiver n'est pas fini. Il a commencé, c'est pas compliqué. J'ai eu la tempête le jour où je suis parti faire l'entretien. C'est drôle comme anecdote. C'était le 11 novembre. Voilà, 11 novembre, en fin mars, et puis ça va durer encore quelques semaines. Souvent, là où on commence à respirer, c'est mai. Avril, il y a toujours des allers-retours avec et justement, le redout du début mars, il est horrible. Qui est le plus traître. Oui, absolument. Je supporte beaucoup moins bien le froid, là, ces 15 derniers jours, que les 15 avant. Tu commences à ranger ta doudoune d'hiver, puis en fait, la météo te rappelle un peu à l'ordre. Puis quelquefois, déneiger la voiture, c'est rigolo. T'as une voiture? Je loue avec Communauto. Parce que il n'y a pas de transport en commun pour aller jusqu'à là-bas. C'est le plus pratique et temporairement, on va dire, le plus efficace. Donc, moi, ça fait 8 ans que je suis là et j'ai toujours pas de voiture. Donc, ça se fait. Mais encore une fois, quand tu habites à Montréal, quand tu habites à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué de ne pas avoir de voiture. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire à des Françaises ou des Français qui nous écoutent dans le solaire, qui souhaiteraient venir ici, des conseils Non, franchement, je recommande à beaucoup de monde de tenter cette expérience. C'est beaucoup de nouvelles choses. Une feuille blanche, tout simplement. Beaucoup à apprendre. Parce que ce qu'on peut avoir, même si on a plus d'expérience en France, on a une valeur ajoutée encore plus importante à arriver. Mais il faut aussi savoir un peu se mettre à la page, de se remettre un peu au niveau de tout le monde. Parce que si, imaginons, j'avais 10 ans d'expérience dans le solaire et j'arrive du jour au lendemain là-dedans. Ah moi, ça m'a fait bizarre. Hein. Faut s'adapter. Faut ralentir, quoi. Parce que ça va pas suivre à côté. Mais c'est un côté aussi très excitant dans le sens où tu apprends de nouvelles choses. Moi, personnellement, quand je suis arrivé ici, j'avais 8 ans d'expérience en France, raccorder réseau de 3 kilos à plusieurs mégas. Tu as fait le tour. Et quand tu arrives ici, c'est tellement cool, dans le hors-réseau notamment, d'apprendre beaucoup de nouvelles choses sur le stockage, les régulateurs de charge. Moi, je ne savais pas ce que c'était avant. Moi, je connaissais les onduleurs et puis je m'arrêtais là, tu vois. Donc, les batteries, les régulateurs de charge, les DC, tout DC, les converteurs, c'est génial. C'est juste fou, quoi. Mais oui, tu as raison, il faut ralentir pour dire, OK, c'est pas mon marché que je connais. Il y a une partie qui va se ressembler, mais où est-ce que je vais chercher ces informations pour me former à ça? Parce que les appareils, les onduleurs, les panneaux changent, on s'y adapte très vite. Mais quand je construis mon système photovoltaïque, mais en fait, on n'a pas ce produit en stock. On l'a jamais commandé encore. Mince, comment je fais? Faut que je trouve un truc pour remplacer là tout de suite, qu'on va acheter, pas un concurrent non plus, mais comme Monsieur Tout le Monde. C'est plein de petites questions. Aussi, venant de la France, nous, on est habitués aux 230 volts partout. Oui, les fréquences, les tensions. C'est très pratique, mine de rien. Ici, tu as un 120 de 40. Puis après, tu as le 400, le 600, je parle même pas du commercial au-dessus. C'est un peu plus complexe après. Donc, ça fait plein de questions qui sont différentes. Et puis, la mentalité et les usages, on va dire, de l'énergie ou le souhait d'autonomie, il est quand même différent. Je vois, par exemple, le marché du verre, des véhicules récréatifs. Donc des vannes, ou des chalets off-grid, autonomes en énergie. Ça ne se ferait pas en France. Non. Il y a quelques installateurs qui vont dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les relais de haute montagne. Il y en a quelques-uns, mais c'est une niche de chez niche. Il n'y en a pas beaucoup en France qui font ça. C'est la norme. Ouais. Absolument. Tout le monde a son petit... Enfin, tout le monde, non, mais beaucoup de monde a son petit chalet pour la fin de semaine. Ou de petits panneaux sur le toit, quelques batteries, avec beaucoup plus du coup de certains réseaux de la maison en DC, qu'on n'a quasiment rien en DC en France. Non, on nous a pas rien en DC, non. Ici, tu as même des télés, je crois. J'avais des clients avec des écrans, des génératrices qui vont être directement en DC, des frigos aussi peut-être, je crois. C'est un nouveau monde pour un Européen. C'est vraiment un nouveau monde. Donc, et puis l'ensoleillement est différent.
Les journées sont peut-être plus longues l'été, plus courtes l'hiver encore, donc ça fait des décalages. Puis l'albédo avec la neige. L'albédo et la neige est impressionnant. Ouais. Donc il y a un avantage au bifacial, au PV au sol, qui est encore plus important qu'en France. Complètement. Et en même temps, à côté de ça, j'avais vu, il y a, par exemple, à l'université de Sherbrooke, ils ont déjà des programmes de recherche sur l'agrivoltaïsme, qui est arrivé il y a peut-être 3-4 ans à peine en France. Et là, on en parle déjà un peu. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec Solutions Autonomie justement sur l'agrivoltaïsme. Donc non, c'est hyper dynamique et super intéressant. Et puis il y a quand même beaucoup de confiance entre les entrepreneurs électriciens, installateurs, les développeurs, si on peut dire, ou les manufacturiers, les fournisseurs. Non, c'est vachement intéressant. Écoutez, si vous n'a pas donné envie de venir faire du solaire au Québec, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. En tout cas, merci beaucoup Anton pour ton temps. Ça a été un vrai plaisir. Si vous voulez suivre Anton sur LinkedIn, n'hésitez pas, on mettra ça en dessous. Pareil, Job Solaire, si vous voulez apprendre plein de choses sur comment ça se passe, le solaire au Québec, on a plein de ressources sur notre site internet. On accompagne les candidats à venir ici avec nos installateurs et nos électriciens. Merci beaucoup Anton. Peut-être qu'on se reverra. Là, ça fait un mois que tu es là. Tu as l'air déjà content. Je suis sûr que dans 6 mois ou un an, tu le seras encore plus. On se refera un épisode à ce moment-là. Tu m'aideras pour ma RP et ma citoyenneté. Je connais, je t'aiderai avec plaisir. Ouais. Merci à toutes et à tous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bye.